Bienvenue. Imaginez un instant, savoir des choses fondamentales sur le monde, hein, des vérités essentielles, sans même avoir besoin d'ouvrir les yeux ou de faire la moindre expérience. Ça semble un peu fou, non? Pourtant, c'est la question vertigineuse au cœur d'un texte philosophique qu'on explore aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des connaissances avant l'expérience? Oui, c'est une question qui remonte loin, c'est vrai, mais notre source, elle, propose une méthode assez précise pour essayer d'y répondre. L'enjeu, c'est ça. Comment on distingue une connaissance qui viendrait de notre pure raison de celle qu'on apprend au fil de nos observations? Comment on repère ces savoirs qu'on appelle a priori? Exactement. Alors, la question, c'est comment on fait cette distinction? Le texte met en lumière deux indices clés, deux tests en quelque sorte. Il y a la nécessité et l'universalité rigoureuse. La nécessité, c'est l'idée qu'une affirmation doit être vraie. On ne peut même pas imaginer qu'elle soit fausse. Et l'universalité rigoureuse, ça complète cette idée. L'affirmation est vraie, partout, tout le temps, sans aucune exception possible. Et ça, c'est très différent de ce que l'expérience nous apprend. Par exemple, on observe beaucoup de signes blancs. On peut, supposer qu'ils le sont tous. Mais c'est une universalité supposée, comparative. On n'est jamais à l'abri d'une exception, le fameux signe noir, hein. Ah oui, d'accord. Donc si une idée possède à la fois cette nécessité, on ne peut pas penser autrement, et cette universalité vraiment stricte, zéro exception imaginable, seul le texte suggère que sa source, ce n'est pas l'expérience. C'est quelque chose de plus profond, ancré en nous. C'est exactement ça l'argument. L'expérience, elle nous apprend comment les choses sont, mais elle ne nous dit pas qu'elles doivent être ainsi. Elle nous montre ce qui est fréquent, peut-être, mais pas ce qui est absolument nécessaire. Donc ces deux critères, la nécessité et l'universalité sans faille, ce seraient les marqueurs fiables d'une connaissance a priori. Pour rendre ça concret, le texte donne des exemples. Les mathématiques, par exemple, sont souvent citées. 2 plus 2 égale 4. Ça semble nécessaire, non? On voit mal comment ça pourrait faire 5. Et universel aussi. Vrai partout, tout le temps. Tout à fait. Et un autre exemple, peut-être plus ancré dans notre façon de comprendre le monde physique, l'affirmation que tout changement doit avoir une cause. L'auteur insiste vraiment sur le fait que le concept même de cause contient cette idée d'une connexion nécessaire, universelle avec un effet. Ce n'est pas juste une habitude mentale qu'on développerait à force de voir des choses se succéder, comme le suggérait Hume par exemple. Non, ce serait la structure même de notre pensée qui exigerait une cause pour tout changement. D'accord. Mais alors, si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, ça voudrait dire que sans ces connaissances a priori, notre expérience elle-même serait, un peu chaotique. Incertaine, c'est une implication assez forte du texte, oui. Si toutes nos règles découlaient uniquement de l'expérience, elles seraient toujours contingentes, c'est-à-dire qu'elles pourraient être autrement. Elles seraient changeantes, potentiellement pleines d'exceptions. Alors comment on construirait une science, une compréhension stable du monde, si les fondations elles-mêmes sont si mouvantes? Ces structures a priori seraient nécessaires pour donner une forme, une certitude à notre expérience. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée, elle ne s'applique pas seulement au jugement, aux affirmations complètes. Le texte nous invite à regarder encore plus profondément, au niveau des concepts de base qu'on utilise. Prenez l'idée d'un objet physique, un corps. Oui, l'auteur propose une sorte d'expérience de pensée intéressante. Enlevez mentalement tout ce que les sens vous apprennent sur ce corps, sa couleur, sa dureté, son poids, même son impénétrabilité. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever par la pensée? Eh bien, l'espace qu'il occupait. Cet espace semble être un concept fondamental impossible à éliminer de notre pensée de l'objet. Intéressant. Et il fait un raisonnement un peu similaire avec le concept de substance, c'est ça? Même si on retire toutes les propriétés changeantes d'une chose, qu'elle soit physique ou pas d'ailleurs. L'idée qu'il y a quelque chose qui demeure, une sorte de support sous-jacent, cette idée semble s'imposer à nous. Exactement. C'est comme si notre esprit avait besoin de postuler cette choséité fondamentale, cette substance pour pouvoir même penser un objet.
La nécessité avec laquelle ces concepts, l'espace, la substance, la cause, s'imposent à notre pensée suggère, d'après le texte, qu'ils ne sont pas appris de l'expérience. Ils seraient plutôt des éléments constitutifs de notre faculté même de connaître. Ils seraient préinstallés, en quelque sorte. Bon, alors si on récapitule un peu cette analyse, le texte nous propose des outils, la nécessité, l'universalité stricte, pour identifier des connaissances et des concepts fondamentaux qui ne semblent pas venir de l'expérience. Des choses comme la causalité, l'espace, la substance, peut-être même les règles logiques ou les maths, comme on disait. C'est ça, ces éléments seraient ancrés dans notre raison elle-même. Ils fourniraient le cadre nécessaire pour organiser et comprendre le flux constant des informations qu'on reçoit par nos sens. Ils seraient un peu la structure invisible qui rend notre monde intelligible en fait. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour réfléchir après notre discussion. Si notre esprit est équipé de telles structures avant toute expérience, qu'est-ce que ça nous dit sur la relation entre notre pensée et la réalité elle-même? Est-ce que notre esprit façonne activement ce qu'on perçoit, plutôt que de simplement l'enregistrer passivement? Une piste à méditer.